ça suffit de tourner autour du pot. Il faut trancher maintenant. Oui, c'est décidé. Dans cette vidéo, je vais enfin répondre à la question qui tue. Est-ce qu'un SUV hybride rechargeable, ça a du sens? Et qui de mieux pour répondre à cette épineuse question que la toute dernière génération de l'Audi Q5, en plus dans sa déclinaison hybride, donc PHEV, donc hybride rechargeable. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin et dans cette vidéo, non seulement on va découvrir ensemble le tout nouveau Audi Q5, mais on va surtout vérifier s'il est capable ou non de me réconcilier avec cette hybridation rechargeable dont très franchement je doute très fort. Tu dois sûrement te demander, mais hey gars, c'est quoi ton problème avec le PHEV? Et c'est vrai, je te dois une explication. Et je te dois une franchise, je ne crois pas à cette solution d'hybridation et en particulier avec un SUV. Bah ouais, pour moi c'est quand même un brin antinomique de rajouter du poids sur une voiture qui est déjà à la base lourde pour lui donner un vrai faux air de voiture électrique et quelque part lui donner bonne conscience. En plus, si tu ne joues pas le jeu de la recharge sur un PHEV, tu te trimbales un sac à dos de batterie et tes consommations, elles s'envolent. Bref, bah pour moi, il n'y a rien qui va. Mais depuis quelques années, certaines autos PHEV me font réviser mon jugement. Et la première d'entre elles, c'est une voiture qu'on avait testée il n'y a pas très longtemps sur En Roue Libre, la fameuse Prius PHEV. Et pourquoi cette Prius-là m'avait scotché? Eh bien parce que sa vision du PHEV, justement, était beaucoup moins binaire. Bah oui, avant, un PHEV, ça déchargeait sa batterie de manière linéaire et après, bah débrouille-toi mon gars avec ton sac à dos de batterie et tes consommations qui s'envolaient. Désormais, les PHEV modernes cherchent à être, oui, disons-le, un peu moins glands, en étant efficients sur tous les plans, thermiques et électriques. Est-ce que c'est le cas de ce tout nouveau Q5i hybride Quattro? Donc oui, la version PHEV du nouveau Q5, bah ça tombe bien. On a 2 jours et plus de 600 km à crapahuter sur les belles routes de l'Andalousie pour le vérifier. Avant de pleinement plonger dans l'efficience que nous propose normalement ce Q5 PHEV, comme par hasard au moment où je vais commencer à parler de dynamique, j'ai été rejoint par Florian. Alors Florian, bah, vous le connaissez sûrement si vous regardez le YouTube Game Automobile, c'est Vlogcar Passion, c'est beaucoup d'essais, une chaîne hyper sympa, un gars en plus qui est hyper cool. Donc moi j'étais hyper content de partager un peu ce Q5 avec toi. Et en plus mon bon Florian, t'arrives pile au bon moment où on va aller chercher le caractère potentiellement dynamique de ce Q5 PHEV. Alors je sais que c'est un peu débile parce que c'est un PHEV donc ça vise l'efficience. Mais on a quand même 367 chevaux sous le pied droit. Tu me disais, c'est exactement la même puissance que le SQ5. Exactement, ouais. Donc avec un V6, donc c'est le moteur le plus puissant de toute la gamme des Q5. Et puis on a suspension pilotée, enfin, et un mode dynamique, donc autant y aller, non? Allons-y. Et en plus, il y a des petites routes qui serpentent. Attention, accrochez-vous. Allez, crac, on se met en mode dynamique. Et qu'est-ce que ça donne? Alors évidemment, accroche-toi, mon bon frère, désolé, c'est un peu... Mais oui, parce qu'on a les 500 Nm qui déboulent très vite avec l'attrait de l'électrique, donc voilà. Le souci que j'ai, en général, avec ce genre de voiture lourde, de 1245 kg, bah, c'est le grand écart entre leur capacité de catapultage, même si là il y a quand même une petite latence, hein, on se le dit, et bah, la gestion de leur poids, la gestion de leur masse. Heureusement qu'on a les suspensions pilotées, enfin pneumatiques, qui maintiennent quand même une caisse à peu près stable, mais tu sens très rapidement, dis-moi si tu le ressens même en tant que passager, le train avant il se fait déborder très vite. Le poids. C'est lourd. Elle a qu'une envie, c'est de se faire déporter, quoi. C'est clair. Et donc j'ai presque pas envie d'aller trop dans ce délire de pousser un peu dans ce Q5 pardon, PHEV, j'ai envie de l'appeler SQ5. C'est vrai, moi aussi pareil. Bah, du fait de la puissance, c'est la même, ça. donc c'est pour ça on est un peu troublé. J'ai pas envie de le pousser trop loin parce que c'est pas son terrain de jeu, 2, même s'il y a le système Quattro qui est toujours aussi efficace d'un point de vue traction, contrôle de traction, sous la pluie hier on s'est pris une barrage de dingue, c'est très sécurisant, mais c'est pas là où on attend ces voitures-là. Et c'est clairement là où elle nous dit grâce, stop, c'est pas mon terrain de jeu, c'est pas là où je suis le meilleur. Et j'ai presque envie de me dire à quoi sert un mode dynamique sur un Q5 PHEV comme ça? Et presque, à quoi ça sert d'avoir 367 chevaux sous le pied droit? On se pose la question. En vrai. Ah, regarde, le vrai souci que j'ai en fait c'est ça. C'est dès que tu commences à mettre des coups de frein quoi, concrètement, et donc à vouloir contenir la masse pachydermique de ce Q5 quoi. Tu sens que les suspensions elles s'écrasent sur elles-mêmes. Alors il y a un truc qui est pas inintéressant, c'est le toucher de pédale. Moi j'avais un peu peur
du fait qu'on est sur un PHEV, donc il y a quand même une régène qui est toujours un peu présente, une espèce de conflit entre le vrai frein et le frein régénératif. Et ben le toucher de pédale, il est plutôt naturel et ça c'est un très bon point. C'est un point à noter parce que c'est pas tout le temps le cas. Et tu as parfois des conflits qui sont pas très agréables et t'as pas forcément besoin d'être dans une phase d'attaque un peu débile pour ressentir ça. Là c'est pas le cas du tout. Qu'on soit en conduite classique ou un poil énervé comme ce qu'on fait gentiment là, c'est pas le cas. Là, le toucher de frein, le ressenti de la pédale de frein, il est vraiment naturel et assez chouette. Ça c'est un bon point pour ce Q5 qui n'est pas le SQ5. Moralité, se mettre en mode vénère et même en mode dynamique avec ce Q5 PHEV, même s'il a une puissance qui est faramineuse, enfin 367 chevaux, c'est quand même pas rien, c'est pas là où on l'attend. Il est pas homogène sur ce terrain-là, il est trop lourd, il y a trop d'embonpoint, il se fait déborder par son poids, et les suspensions pneumatiques, le système quattro, ils compensent ce qu'ils peuvent, mais les lois de la physique, malheureusement, c'est un peu compliqué d'aller contre. Moi au volant c'était pas agréable parce que je sentais que le train avant partait très vite, que globalement les 4 pneus étaient vite en contrainte et que tu sens que tout le système était un peu mis à tirer la langue d'un point de vue passager. Passager, c'était pas l'extase en termes d'émotion, comme tu as tout dit, mais la sonorité, un châssis qui n'est pas dépassé, mais on sent que toute la technologie, toutes les béquilles électroniques qui sont là pour... C'est un peu trop. C'est un peu trop, et moi j'aime bien quand tu as une conduite coulée, tranquille, posée, cette en voiture, silence. elle demande ça. Elle exige ça, et puis presque c'est le jeu. Et d'ailleurs on va re-rentrer dans ce jeu-là dans lequel on est depuis le début, à savoir de l'efficience, quoi. Ça. Parce que c'est une bagnole que tu n'as pas envie d'entendre trop, c'est une bagnole que tu as envie d'être sur ton tapis roulant, tu quoi. vois, c'est agréable. Voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Pop. Alors donc, dynamique, on le met à la poubelle. C'est vraiment un mode que tu actives par erreur. Tu vois, tu t'es trompé, tu vois, ah mince. Oups, là. Si, c'est ça. Pour faire plaisir aux copains, mais je suis même pas sûr que tu leur fasses tant plaisir que ça. Un petit peu alors, allez, sur 0 à 100. Allez, tu vas impressionner. Ouais. Tu vas impressionner mamie côté passager. Allez, boum, tu tapes dedans. Et après, c'est fini, tu te remets vite en mode. C'est un peu ça. Bon, évidemment, le Q5, c'est quelque part une routière que tu as envie d'emmener sur autoroute, puisque tu vas faire potentiellement des longs trajets avec. Qu'est-ce que ça donne à une vitesse stabilisée? Là, on est sur des autoroutes espagnoles, donc là, les vitesses est limitée à 120 km/h. Je suis exactement à 120 km/h. Et d'un point de vue acoustique, il y a un truc qui va peut-être te déranger, te déranjouiller. Ce sont les rétroviseurs, parce qu'ils sont énormes. C'est chouette, parce que tu vois hyper bien. Mais vu qu'on a des grandes oreilles, les grandes oreilles, elles prennent le vent et du coup, tu as pas mal de bruit d'air au niveau des rétroviseurs. À part ça, on s'en était déjà rendu compte un petit peu quand on était en full électrique ici ou là. La voiture, elle est quand même relativement bien isolée. Ça, c'est quand même un truc à remarquer. Mais c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus silencieux. On aurait peut-être voulu avoir des glaces un peu moins énormes. On dirait les oreilles de Dumbo un peu quand même, hein. Par contre, si les oreilles de Dumbo font du bruit dans le vent, le reste de la voiture est très silencieux et en particulier le bloc moteur qu'on entend mais quasiment pas. Alors évidemment, là on est dans une phase de faux plat plutôt en descente, donc la voiture va se réfléchir un brin et se dire peut-être pas solliciter le 4 cylindres, on va plutôt utiliser le moteur électrique, ce qui est le cas au moment où je te parle. Donc c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que, y compris dans des phases de montée où tu lui en demandes un peu, le 4 cylindres, il se fait relativement discret et ça participe au confort, au long cours de ce Q5 et c'est clairement ce qu'on attend de ce genre de routière-là. Sur un long trajet, la chose qui va t'importer le plus, c'est évidemment le confort. Et le confort de ce Q5, il se joue à 2 niveaux. Un, entre les suspensions pneumatiques qui équipent notre modèle d'essai et les assises, les sièges. Alors, les sièges, on en reparlera peut-être un petit peu plus loin dans les points négatifs. Je les trouve un brin ferme. Je détaillerai ça un peu plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fermeté, elle est compensée par les suspensions pneumatiques qui équipent notre modèle d'essai de ce Q5 et qui, elles, sont capables de littéralement gommer les aspérités de la route. Alors là, on a une autoroute qui est un petit peu bosselée en Espagne. Je ne sais pas ce qui se passe, là, il y a des petits trous partout et ça a sautouillé dans tous les sens. Tu chopes des bosses à une centaine de km/h. Normalement, avec une voiture un peu ferme, tu le sens là. On a aspiré tout ça, il n'y a pas de sujet. Et le deuxième point qui m'importe, moi, quand je cherche du confort sur longue distance, en particulier avec ce genre de grosse routière, c'est une relative lourdeur de la direction. Parce que tu as besoin d'avoir une voiture qui, tu sais, qui est posée sur des rails,
tu la sens bien lourde sur la route, il n'y a pas de sujet, elle ne bronche pas quand tu doubles un camion, blum, elle bronche pas dès qu'il y a un peu de vent, c'est le cas aujourd'hui, blum, ça bouge pas. C'est le cas avec ce Q5 comme avec la plupart des Audi et en particulier des Audi routières. On a vraiment une direction qui est lourde, qui est vraiment posée sur la route. Ça, c'est confortable parce que c'est rassurant quelque part. On va prendre quelques instants pour détailler un peu l'intérieur de ce Q5, même si très franchement, si tu as déjà vu mes vidéos sur le Q6, sur la 5, tu ne seras pas perdu parce que l'intérieur est exactement, ou à très peu de différence près, le même. Il est le même avec la fameuse scène digitale, cette espèce d'énorme écran. Alors ça, c'est le double écran que tu auras sur tous les modèles, on va dire 2 séries, et avec une petite option supplémentaire, tu peux avoir accès à l'écran passager. Donc tu as 3 écrans qui sont hyper bien définis, hyper responsives, ça ne change pas. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Alors, c'est pas si labyrinthique que ça au niveau des menus, tu vois, tu t'y retrouves quand même pas trop mal. Tu as une somme d'applis qui sont plutôt bien foutues. C'est de l'interface Audi, donc il faut s'y habituer un petit peu, mais c'est moins labyrinthique que chez certains autres premiums allemands dont je ne citerai pas les noms. Bref, suivez mon regard. Par ici, tu as un écran central sur lequel toutes tes informations de conduite sont centralisées. Pareil, ça se gère pas mal avec les boutons au volant. Ce volant, tu vois, il est plutôt sympa, c'est un petit méplat qui va bien avec le monogramme S. C'est pas le plus foufou de la gamme, c'est pas le plus foufou qui soit. C'est pas l'intérieur le plus foufou au sens large du terme. On reste dans de l'allemand, hein. C'est du noir, du gris, des nuances de noir, des nuances de gris. C'est un peu la cave de Batman. Heureusement qu'on a le toit ouvrant, parce que ouais, c'est un vrai toit ouvrant. Alors je sais pas, j'arrive pas à ouvrir le cache-soleil jusqu'au bout, je sais pas pourquoi, ça me déconne, mais ça apporte une lumière de dingue et ça permet de sortir de la cave de Batman. Ça, c'est plutôt un bon point. D'un point de vue rangement, à quoi tu as accès? Crac! Console centrale spécifique au Q5 par rapport à la 5, là on est vraiment sur un truc beaucoup plus massif, beaucoup plus vaste. Par ici tu gères le start and stop, drive select, donc tu gères tes modes de conduite par ici, tu peux forcer le mode EV ici, tu enlèves ton ESP, tu gères ta musique ou ta sono par ici. Hop là, un petit port pour recharger ton téléphone par induction, 2 petites prises USB-C, tu en as 2 autres à l'arrière, on le verra quand on passera à l'arrière. Petite info par rapport à ça, tu peux avoir jusqu'à 60 watts de puissance délivrée à l'avant et jusqu'à 100 watts à l'arrière. Je crois que ça fait partie d'un pack d'options, alors je ne sais plus exactement lequel, mais 100 watts, ça veut dire que tu peux recharger un ordinateur portable, par exemple. C'est pas inintéressant quand tu fais de la route ou que voilà, tu as un chauffeur, ça peut être pratique. Niveau rangement ici, 2 portes gobelets qui vont bien pour mettre tout un tas de trucs. Le drive select est ici, ça c'est pour enlever toutes les aides à la conduite qui sonnent dans tous les sens, que tu vas très souvent vouloir enlever, c'est un peu relou. La caméra de parking, ça c'est ici. C'est bien d'avoir toujours des petits rappels physiques quand même, malgré tout, parce que tout est très auto-centré sur les écrans d'habitude. Tout ce qui est clim, ça se gère par ici. C'est pas trop mal foutu, c'est plutôt responsif, donc à ce niveau-là, tu t'en sors plutôt pas mal, t'es pas trop paumé. J'aimerais bien des petits raccourcis physiques, mais là, ça va. D'un point de vue rangement ici, tu as un joli accoudoir central qui non seulement fait office de, tu vois, de rangement, de porte-machin, voilà, et aussi d'accoudoir qui est vraiment chouette et que tu peux régler sur plusieurs niveaux de hauteur. Ça, c'est vachement bien. À gauche, là, tu as un petit truc que pas mal d'Audi récentes ont et font, c'est de centraliser toutes les infos de tes feux de brouillard, ton verrouillage centralisé, le réglage de tes rétros, la sécurité enfant, tout est ici. Moi, je trouve pas ça si mal. Le seul souci, c'est que c'est sur du piano black et que c'est très sensible aux traces de doigts. Donc c'est vite dégueulasse et ça, c'est bien dommage. Ça, c'est cool d'avoir 4 vrais commodos de lève-vitre parce que tu sais, de plus en plus, il y a des marques qui te disent non, moi je vais en enlever 2, t'appuies sur un bouton pour derrière. Bref, ça, c'est bien d'en avoir 4. Ça marche plutôt pas mal. Tu ouvres la porte par ici et ça, c'est assez étonnant. Et j'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, les modèles qui seront vendus aux États-Unis, c'est là où tu auras la fermeture centralisée des portes, d'où le petit cache un peu bizarre par ici. Quelques buses d'aération par là, d'autres ici, ça reste encore assez physique. La boîte à gants, elle est plutôt généreuse, ça c'est plutôt chouette. Et sur le côté, tu vois, tu peux ranger ta petite gourdasse qui va bien. Tu as accès par ici à l'ouverture du coffre et à l'ouverture de ta trappe à essence. Donc rien de bien foufou, rien de bien mal foutu. Tout est plutôt correct. Juste, tu as quand même beaucoup de plastique, quoi. Et on se le dit dans une bagnole qui est quand même chère, onéreuse. C'est quand même un peu embêtant, pour pas dire autre chose, d'avoir encore des trucs qui font ploc-ploc. C'est des choses que tu vas toucher tous les jours, tu vois. Ça, tu restes dans le petit simili-cuir qui va bien. Le petit piano black là,
virez-moi ça, parce qu'encore une fois, ça prend des traces de doigts, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais ça aurait été cool qu'il y ait un petit travail de matière un peu plus que du plastique, tu vois. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, par contre, c'est vraiment à l'arrière que tu vas l'attendre, ce SQ5, parce que c'est quand même une voiture qui est dédiée à la famille et tu as envie d'avoir une habitabilité à l'arrière qui est vaste, qui est grande. Et je vais pas te le cacher, je viens juste pour la première fois de monter à l'arrière, et ben je suis mieux installé à l'arrière qu'à l'avant. C'est rare ça. Les sièges sont hyper enveloppants et ce qui est très très intéressant, c'est que tu peux gérer l'inclinaison de la banquette arrière plus ou moins à l'arrière. Et là, je suis vraiment dans une position où bah, je me sens vachement bien. Et ce qui est encore plus cool, c'est que la banquette, tu peux la faire coulisser vers l'avant ou vers l'arrière. Donc tu peux avoir plus ou moins de place aux genoux ou plus ou moins d'espace au coffre. Et ça, c'est vachement bien. Autre truc qui est plutôt vachement bien, c'est que bah voilà, tu as accès, comme je te le disais, à 2 prises USB-C. Là, dans le modèle qui nous accompagne, ce sont des prises qui développent ou qui délivrent 100 watts. Ça, je trouve ça un peu bizarre d'avoir du mesh là. C'est un peu dommage de... Je sais pas, ça se casse vite. Enfin, bon, bref, c'est moins pertinent que juste une petite pochette ou un siège. Bon, voilà. Tu as de l'espace aux genoux, ça c'est chouette. Tu as de l'espace à la tête, tu as de l'espace aux épaules. Et franchement, moi, je suis beaucoup mieux installé à l'arrière qu'à l'avant, une fois de plus. Tu as accès évidemment, bah voilà, la petite poignée qui va bien. Encore beaucoup de plastique, quoi. Beaucoup de... C'est embêtant, ça, tu vois. Ça manque un peu de matière un peu plus noble, un peu plus chic. Tu gères ta climatisation, je crois, bisone par ici. Petit accoudoir central qui va bien, avec 2 petits porte-gobelets. Ça, c'est plutôt, encore une fois, plutôt accueillant. Tu as accès, je crois... tu peux avoir accès au coffre en faisant comme ça. Voilà, tu peux avoir accès au coffre, ça c'est cool. Très chouette. Les attaches isofixes pour les papas et les mamans, hein, ça c'est important ça. Elles sont accessibles de ouf et puis elles sont dans leur propre petit cache amovible, ça c'est vraiment très bien. Non, à l'arrière de ce Q5, bah, j'ai encore une fois presque envie de te dire, c'est plus convaincant à l'arrière qu'à l'avant. C'est plus modulable et c'est beaucoup plus confortable parce que l'assise, ça je suis vraiment bien là. Je suis bien enveloppé, beaucoup plus qu'à l'avant. J'ai l'impression qu'il y a plus de moelleux à l'arrière qu'à l'avant. Ça, c'est étonnant. Ce nouveau Q5 hybride, donc PHEV, faut-il une nouvelle fois le rappeler, est disponible en 2 puissances, 299 ou 367 chevaux. Peu importe sa puissance, le Q5 PHEV débarquera avec le même bloc moteur thermique, un 2 litres TFSI, un 4 cylindres qui développe 252 chevaux. Et quelle que soit sa puissance une fois de plus, le Q5 PHEV débarquera avec le même moteur électrique synchrone à excitation permanente, oh yeah, qui développe mine de rien la puissance de 143 chevaux. Au passage, ce moteur électrique est intégré à la boîte automatique S-Tronic A7 rapport qui équipe le Q5 PHEV. Et au passage aussi, puisque c'est le même bloc thermique, et puisqu'on a le même moteur électrique et que tout ça normalement fait la même puissance, c'est quand même un peu bizarre qu'on ait 2 puissances différentes. Eh bah ouais, tu l'auras bien deviné, la version 299 chevaux de ce Q5 PHEV est juste une version bridée de la version la plus puissante. Puisqu'on est en présence d'une électrique qui ne dit pas vraiment son nom, ou d'une thermique qui ne veut pas vraiment être une thermique, donc d'un PHEV, bah, si on tirait la ficelle jusqu'au bout, et si on lui forçait la tronche, puisqu'on peut forcer en mode EV 100%, ce Q5 PHEV. Là, on a un trajet qui nous a été programmé. Alors, c'est un peu fait exprès, mais c'est pas inintéressant comme expérience. C'est pas quelque chose que tu vas faire tous les jours, à savoir de forcer ton mode EV sur... Là, on a 72 km à parcourir. Et ce qui m'intéresse, c'est que là, la batterie est chargée à 100%, comme tu le vois. Ça nous donne une autonomie électrique de 134 km. J'ai envie de dire le lilol. Et de 530 au global. On va voir si on peut faire d'une traite, a priori oui, puisqu'on a 72 bandes, ça devrait quand même passer, sachant qu'on a quand même beaucoup d'autoroutes sur le trajet. Donc on va voir si ce PHEV est une vraie demi-électrique, ou quart d'électrique, ou enfin t'as compris quoi. Évidemment, tu vas me dire que c'est presque un peu débile de faire un exercice de ce genre-là, à savoir de se dire, tiens, j'ai 80 bornes à faire, je vais vider la batterie en full électrique. C'est pas vraiment comme ça normalement que tu utilises un PHEV. Mais l'expérience, elle n'est pas totalement inintéressante parce que ça peut aussi quand même t'arriver dans la vie de tous les jours d'avoir, bah, je sais pas, un trajet bureau-maison qui te fait, je dis une bêtise, 50-60 bornes avec des petites portions pardon, de voies rapides, tu vois, de nationale ou autre. Et tu te dis, non mais attends, j'ai ma batterie qui est full branchée, je vais utiliser l'énergie électrique, je force le V, ça doit pouvoir marcher. D'autant plus que la voiture est censée pouvoir aller jusqu'à 140 km/h en full électrique. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Après quelques dizaines de kilomètres à rouler en 100% électrique dans ce Q5, il y a 2 trucs qui me plaisent pas mal, qui me frappent positivement. Et c'est rare que moi je trouve un PHEV intéressant, hein. Je préfère te le préciser une fois de plus. 1, le fait que la voiture
prédisent quelque part, en fonction du trafic, de la déclivité, du parcours que tu vas avoir, les moments où elle va pouvoir récupérer un maximum d'énergie et être le plus efficient possible. Parce que tu sois en PHEV ou en full électrique, c'est quand même ça que tu cherches, tu vois. Et deux, c'est le silence de fonctionnement. Parce que quand tu es en 100% électrique, évidemment, tu n'entends pas le moteur. Mais c'était pas gagné pour cette grosse bagnole quand même, qui est plus proche de la brique que de la goutte d'eau au niveau aéro, d'être silencieuse et d'être hermétique au son extérieur, au bruit de roulement, au bruit d'air. Parce qu'il y a des roues rétro, quand même, mine de rien. Et là, on est à 91 km/h. J'ai pas besoin d'osser la voix pour me faire entendre. On est bien, quoi. Il n'y a pas de bruit de moteur électrique. Tu sais, t'as pas l'espèce parfois de petit... T'as un espèce de petit ronronnement parfois qui se met en route dans certaines bagnoles électriques. Là, c'est pas du tout le cas. Le ronronnement, on l'entend pas. C'est très lointain. On sait pas où est le moteur, d'ailleurs. Et vraiment, globalement, c'est une voiture qui est hermétique d'un point de vue sonore. Et ça, sur des longs trajets ou au quotidien, surtout quand tu te mets en 100% électrique, en forçant le truc, c'est vraiment hyper tranquillisant. Bon, je vais pas te le cacher, je suis pas hyper confiant sur le fait qu'on va réussir à aller jusqu'au bout en 100% électrique sans entendre le moteur, parce que il me reste 29 km à parcourir et j'ai très exactement en autonomie 100% électrique 17 km. Donc à part si on chope une méga descente, ce qui est un peu le cas d'ailleurs, tiens, je vais prendre un petit peu de régène grâce aux palettes au volant, on gère la régène, la puissance de la régène avec des palettes au volant. À part choper 15 bandes de descente, je vois pas trop comment on va y arriver. Bon, quelque part, est-ce que c'est grave? Pas tant que ça, parce que c'est pas spécialement ce genre d'exercice-là qu'on attend avec un Q5 PHEV. C'est plutôt l'idée de se dire que tu peux quand même rouler, allez, un bon 50 voire 60 km en 100% électrique et sur des portions de route quand même rapides, parce que là, je suis à 100 à l'heure, c'est limité à 120, là c'est une autoroute, donc je pourrais y aller un peu plus, mais tu peux quand même te dire sur des portions nationales, tu vois, entre le trajet bureau-maison ou bureau-travail, t'as compris, tu peux te choper la petite nationale à 110, t'es en 100% EV, ça passe. Donc ça veut dire que si tu peux te recharger au bout de ton trajet de 50-60 bornes, le PHEV, il prend tout son sens, pour une fois. Et tu sais quoi? Il se pourrait quand même que sur un malentendu, ça passe. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'une petite portion de voie rapide et qu'on se retrouve en agglomération où c'est limité à 50, 30, et des dodanes, des machins, des ralentisseurs. Donc là, je me suis mis en grosse régène, tu vois, avec les palettes à gauche, boum, et dès que je ralentis, je récupère du jus. Et 4 km d'autonomie, 5,4 km de l'arrivée. Sur un malentendu, ça peut marcher. Regarde, je te mens pas, il me reste 3 km d'autonomie électrique, c'est juste ici. Et il me reste 2,8 km jusqu'à destination. Et même, je vais trop vite, c'est limité à 30. Voilà, wow. Régénération. Et voilà, on a atteint notre destination. Il reste 200 mètres et on a 2 km d'autonomie. On a consommé 26,8 kWh au 100 km. C'est beaucoup, évidemment, mais c'est pas là forcément où on attend cette voiture-là, tu te doutes bien. Et donc on a parcouru un peu plus de 71 km en 100% électrique en 1h14. Donc en gros, on a dû faire un petit 70 km/h de moyenne, ce qui est pas foufou non plus. Mais ça nous prouve bien que tu peux quand même parcourir un peu avec ton Audi en full electrical. Tiens, puisqu'on est en présence d'un SUV et en plus qu'on a de jolis petits chemins de traverse à notre disposition, on va pas mettre évidemment ce Q5 dans des conditions off-road, bien qu'il ait quand même une position de suspension off-road que je viens de mettre évidemment, qui rehausse la suspension globale et qui lui permet quand même de pas devenir un franchisseur, mais au moins de passer quelques petites ornières sans trop se faire une petite flaque. Écoute, qu'est-ce que ça donne? Alors là, c'est un petit chemin de cailloux, de traverse, voilà, comme tu peux en trouver, des petits chemins un peu, tu sais, de liaison, où tu dis, bon, allez, ça passe, là, je vais à la plage ou je ne sais où, crac, on tente le coup, là, je suis à petit 40, tranquillement, écoute, la voiture est bien suspendue, ça passe sans trop de soucis. Alors, évidemment, tu vas pas aller faire le mariole avec tes jolies jantes à bâton, tes pneus à petits flancs et tout le tralala. Donc dès qu'il y a une grosse ornière comme celle qui approche là, tu ralentis un peu le tempo. Mais tu peux quand même avoir une voiture qui, si ce n'est deviendra un franchisseur, au moins te permettra de passer sans trop de petites flaques, des petites encombres entre deux routes carrossables. Et ça, c'est plutôt appréciable. Oui, quand tu veux faire un petit peu l'aventurier avec toute la famille. Wouhou! On approche, mon cher Florian, de la fin de ce grand road trip. Alors on n'a pas partagé tout le road trip ensemble. Et c'était bien cool de t'avoir, je te le redis, c'était une très bonne idée que tu me dises
Ouais, j'aime bien le bleu, là. Ça t'embête si je viens avec toi? Je fais, ah non, avec plaisir. C'est un peu de forcing, c'est vrai. Non, mais t'as raison, parce qu'en plus, non seulement c'est cool de plus être tout seul, deux, ça permet de raconter aux gens qu'il y a une autre chaîne que la mienne qui est hyper bien, et inversement. Pareil. Et puis on a 2-3 débats qui sont hyper cool, donc c'est souvent hyper chouette de confronter les points de vue comme ça. On approche donc de la fin de notre road trip, et c'est donc le moment de tirer le bilan, et en particulier le bilan conso. Alors bon, il est un peu biaisé aujourd'hui. Autant hier, j'avais fait, moi quand j'étais un peu tout seul, on n'avait pas beaucoup d'autoroutes, et on avait beaucoup de petites voies, machin bidule. J'avais fait 4 litres 5 je crois de thermique, et un truc genre 5 ou 6 kWh au 100, ce qui était très très bas. Là, aujourd'hui, on y allait un peu plus gaillardement parce qu'on a fait des passages un peu rapides, qu'on a testé un peu plus le châssis, on l'a mis en contrainte, on a fait 2-3 allers-retours, bon bref. Donc on y allait un peu plus en mode dynamique. Donc là, concrètement, on a fait 282 km au moment où je te parle, où on te parle. Et ça fait un peu plus de 5 heures qu'on roule hein, quand même. Ouais. Et on a fait 6,6 litres de thermique et 6,5 kWh en électrique. Moi, j'ai envie de te dire quand même, et dis-moi si je m'enfonce une porte ouverte qu'il ne faut pas enfoncer, c'est pas dégueulasse quoi. Non, bah c'est le bon équilibre. Ouais, Parfait. en fait, c'est ça que je trouve chouette. C'est quand même pas mal, ouais. Ça, c'est des très très bons scores en termes de consommation. C'est pas forcément le véhicule le plus efficient, mais cette grande capacité de batterie fait que. Ouais, c'est ça. Et puis surtout pour un PHEV, parce que moi, dans mon imaginaire, et je sais pas si tu le partages, mais pour moi, un PHEV, c'est une bagnole un peu débile qui suce sa batterie et qui après surconsomme de ouf, quoi. C'est ça. Que là, concrètement, en plus, là, je te l'ai pas dit, mais on a 6% de batterie. On est sur la réserve depuis 10, 15, 20 bornes et pourtant, on a 0 km. Là, il me dit 0 km d'électricité à ma disposition. Et pourtant, on a toujours un peu de batterie, donc il y a toujours. La batterie est jamais vide. Donc tu n'auras jamais vraiment une conso thermique qui va s'envoler. Et pourtant, là, on est à 120 sur autoroute. On n'a pas le machin qui passe à 7 litres 8 d'un coup, quoi. Et la force de ce véhicule, ce qui est formidable, c'est la récupération d'énergie. Tu peux récupérer, je crois, jusqu'à 88 kW. C'est énorme. Dans des grosses phases de régène. Tu vois, là, on va récupérer l'énergie. Cette énergie va rebooster le moteur thermique finalement. C'est le cas, là, tu vois. Là, on est en descente, là, on est en prise, on est en charge. Là, puis la voiture se débrouille toute seule. Là, en plus, je suis au régulateur avec la nav enclenchée, donc la navigation prédictive. La voiture sait quand il y a une petite descente, qu'on est à telle route, à telle vitesse, que là ça va passer à 100, donc on va. Et donc elle optimise encore. Là, tu vois, on vient de passer à 6 litres et demi, alors que ça fait quelques dizaines de kilomètres qu'on roule un peu plus gaillardement. Donc non, globalement, c'est pas une surprise de dingo. Je suis pas totalement converti, mais c'est pas mal pour un PHEV. C'est pas mal. C'est pas si mal. On va faire une petite pause parce que l'endroit me paraît plutôt pas mal pour discuter un peu plus en détail du design de la tronche de ce nouveau Q5. Et tu sais quoi? Pour une fois, on va commencer par l'arrière, parce qu'il y a 2-3 trucs à te dire sur l'arrière. Alors évidemment, tu as toujours ce bandeau lumineux, cette signature, machin. Moi, ça me parle pas trop. Je sais que ça parle à certains d'entre vous qui aimaient cette marque-là, mais moi, ça ne me parle pas trop. Là, on n'a pas les feux, tu sais, OLED qui sont un peu vivants, que j'avais, je crois, justement sur la S5. Je te remets le test par ici si tu veux voir de quoi je te parle. Mais là, c'est les feux, on va dire, un peu plus classiques. Alors, il y a un truc à remarquer à l'arrière de ce Q5. Hybride, c'est ça. Eh ouais, ce sont de vrais pots d'échappement. Maintenant, on n'a plus des fake exhaust, c'est des vrais double pots. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc oui, tu l'as bien compris, on est en présence du Q5 Sportback. Alors Sportback, c'est pour un arrière, on va dire, un petit peu plus pincé. Les différences entre les deux modèles, le Q5, on va dire classique, et le Sportback, elles sont vraiment limitées à cette ligne de fuite là, qui est beaucoup plus, on va le dire, un peu plus harmonieuse quand même sur le Sportback que sur le classique. Au global, je trouve que c'est un design qui reste assez consensuel, même si il y a quand même 2-3 petits éléments qui me font dire que on est un peu plus énervé, on est un peu plus agressif, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un peu plus, on s'affirme. On s'affirme par ça. Les feux à l'avant qui sont comme sur la nouvelle A5, un peu aussi comme sur la nouvelle A6, un peu plus, tu vois, un peu plus pincé. Ça, je trouve que ça lui offre un regard un petit peu plus énervé qui est pas désagréable. La face avant, alors ça, il faut qu'on en parle de la face avant. Moi, j'ai un vrai souci avec cette calandre, tu sais, la fameuse calandre single frame, nanani, nanana, que là, je sais pas, il y a un traitement hyper plastique, bizarre, des formes qui s'imbriquent. Je trouve que ça
ça marche moins bien. Ça marche moins bien qu'avant. Alors je te dis pas que ça marche moins bien qu'une calandre full chrome comme il y avait de temps en temps sur d'anciens modèles de Q5 ou autres de la marque, mais je sais pas, il y a quand même un côté un peu très plastique et puis très travaillé pour dire qu'on travaille avec des grosses entrées d'air là qui sont de vraies entrées d'air, c'est pas du fake. Ce que j'aime bien par contre, c'est la manière dont sont intégrées, tu sais, les caméras qui vont servir au régulateur adaptatif. D'habitude, on avait plutôt tendance à les avoir de manière assez disgracieuse au milieu de la calandre. Là, c'est vraiment planqué sur le bas. Alors, l'avantage, c'est que esthétiquement parlant, tu peux avoir une calandre qui est beaucoup plus harmonieuse. L'inconvénient, c'est que dès qu'il commence à pleuvoir très très fort, la voiture te dit j'ai un peu du mal, je vois plus rien, donc tu n'as plus de régulateur. Je l'ai vécu hier sous la pluie, c'était pas très rigolo. Globalement, là, ce qui est cool sur le Q5 Sportback qu'on a, c'est que il y a une couleur qui ressort vraiment bien. Tu vois, ce bleu, il est vraiment, c'est un bleu électrique, il est vraiment très joli, il est assez original. Je pensais pas que ça marcherait. Quand on m'a dit que j'avais celui-là, je me suis dit bleu, bon, pourquoi pas. Mais en fait, si, non, c'est pas pourquoi pas, ça marche vraiment bien. Et ça marche d'autant mieux qu'on est avec ces énormes jantes. Bon, alors elles sont hyper belles. Elles sont par contre en 21 pouces et elles coûtent une tonne. Ça coûte plus de 3000 €, je crois, pour les 4. Et au niveau confort, c'est pas à l'extase. Par contre, au niveau esthétique, franchement, t'avoueras que ça fait vraiment la blague et que ça rend ce Q5 un poil plus, encore une fois, je sais pas si c'est le bon mot, agressif, mais un poil plus énervé, un poil plus tanké sur la route. Perso, je trouve que quand même c'est un dessin qui reste un peu consensuel, presque un peu trop déjà vu, alors qu'on reste quand même sur un nouveau Q5. Tu vois, c'est pas un restyling, quoi. Ça, c'est vraiment un nouveau modèle. Et j'ai pas tant l'impression d'avoir quelque chose de totalement nouveau. Et ça, j'avoue, ça m'embête. Et toi, ça t'embête ou pas? Dis-le-moi en commentaire. Mon cher Florian, il y a moins un défaut, et tu vas me dire si c'est quelque chose que tu as noté toi aussi sur ce SQ5, c'est le défaut de la fermeté des sièges. Moi, je suis hyper étonné que sur un SUV qui se veut quand même familial, confortable, on ait des assises, mais c'est raide, quoi, non? Tu trouves ça dur, toi? Et pourtant, j'aime bien les trucs un peu, tu vois, un peu entre guillemets sportifs ou cocasses, mais là, je sais pas, je trouve je les trouve raides, quoi. Disons qu'on ressent les défauts de la route. Je vais le jouer comme ça. La route n'est pas parfaite. La route n'est pas parfaite, mais tu la sens aux fesses. Heureusement, c'est compensé par ces suspensions pneumatiques qui font le job et qui rendent quand même cette voiture confortable. Mais les suspensions pneumatiques, c'est une option à plus de 2000 balles, si je ne dis pas de bêtises. Prenez-la, au passage. Mais moi, je suis étonné de la fermeté des sièges. Voilà. Ça, c'est un des premiers défauts que je trouve à ce SQ5. Alors moi, je suis moins étonné que toi parce que je l'ai connu sur l'ancien Q5. Je te l'avais dit tout à l'heure. Mais par contre, je suis d'accord. Maintenant que tu le dis, on ressent quand même pas mal de choses, malgré les suspensions pilotées. Mais pour le coup, on a des jantes avec des pneumatiques taille basse. Mais je te dis, c'est globalement, moi, autant je sais qu'on a des jantes qui sont, on a du 21 pouces en taille basse, on a tout ce qu'il faut pas sur un SUV pour être confortable. C'est pas le SUV le plus confortable du marché. On est d'accord. Mais cette assise. Les sièges aussi, les sièges. C'est vrai. Ça pourrait être mieux, quoi. Siège, bon, voilà. Ça pourrait être mieux. Bon, tant qu'à faire de parler de position de conduite, de siège et autres, moi, il y a un autre défaut sur ce SQ5, c'est un défaut inhérent à un SUV, c'est la position de conduite. Moi, je trouve que cette position de conduite camionnette, là, j'ai réglé le siège au plus bas du plus bas que je puisse. Et on est toujours très haut, on domine la route. Est-ce que c'est un défaut? Pour moi, oui. Pour toi, je sais pas. Alors, moi je vais nuancer. Oui et non, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je pense que c'est accentué, et peut-être que tu iras dans mon sens, sur ces écrans verticales. Tu vois, ce côté camionnette quand tu as, et tu as toute une façade verticale. Ouais. On est au-dessus. Après, tu es sur un SUV, donc tu veux de la visibilité, tu veux une prise de hauteur. C'est en ça où je dis que pour moi, c'est un défaut, mais c'est un défaut inhérent à tous les SUV. Enfin, c'est pas inhérent au Q5 à la base. Sans ça, tu prends une A5 et là, tu es plus près. Ou une camionnette. Ou une camionnette. Il y a un défaut qui m'étonne énormément sur ce Q5 PHEV. Ça se passe quand on est en situation d'autoroute au régulateur avec l'aide au maintien dans la voie activée. Et mon bon Florian, tu me fais confiance? On va faire un truc, voilà, il y a une courbe qui arrive, je lâche les mains. Et normalement, dans n'importe quelle voiture un peu moderne, ça fait pas ça, quoi. Regarde le ping-pong qu'on est en train de faire entre les voies. C'est incroyable. Alors évidemment, tu vas me dire, on lâche pas les mains. On lâche pas les mains sur autoroute, mais moi, c'est pas reposant quand tu es sur un Q5 qui est une voiture familiale, qui est une voiture au long cours. C'est pas reposant quand tu te mets au régulateur. Normalement, tu as une aide au maintien dans la voie, donc un truc
voilà, tu peux te dire, tiens, tu discutes un peu, mais, tu te rends pas compte, mais là, Et puis ça donne des à-coups, c'est pas regarde grave, les à-coups, regarde c'est l'à-coup, pas... regarde ça, non. regarde ça. C'est flippant, quoi. Non, je suis d'accord. Et c'est pas normal. Et ce qui est encore plus étonnant, et tu me dis si je me gourre, parce que toi, tu as fait la 6 PHEV il y a pas longtemps, en même temps que celle-là. Moi, j'ai fait la 6 e-tron, j'ai pas du tout eu ce souci-là sur les 1500 bornes que j'ai fait avec. Le Q6, pareil. Et celle-là, pourquoi ça fait ça? J'avoue, je suis surpris parce que hier, j'ai essayé la 6, c'était absolument incroyable. Conduite semi-autonome, la voiture, tu peux fermer les yeux. T'es dans la voie, quoi. Elle est dans sa voie, elle lit bien. C'est vraiment une aide. En plus, on est dans des conditions, on n'est pas sous la pluie, les voies elles sont bien définies. Là, la voiture, elle a qu'une envie, c'est d'aller à droite. Elle fait du ping-pong. Hop, un petit ping-pong. Et ça, c'est pas normal. J'aime pas. Non, ça me met tout colère, je suis colère. Calme-toi et on va pas parler du prix. Non, on en parlera un peu plus tard, tiens, parce que ça aussi, ça me met colère. Alors ça, c'est un autre défaut. Je sais, on va certainement pas être d'accord avec Florian, vous allez peut-être certainement pas être d'accord avec moi. Mais je trouve que le look de ce Q5... Alors là, on est sur la version Sportback, donc c'est une version un peu plus, on va dire, travaillée, un peu plus effilée. Moi, je la trouve quand même bien lisse, quoi. Je la trouve quand même un peu... C'est pas inintéressant, faut pas déconner, j'irai peut-être pas jusque-là, mais il se passe pas grand-chose, quoi. Je suis un peu dur. Martin, t'es très dur, je suis très très dur. Ouais. Non, en vrai, ou sur le fond, t'as raison, on n'est pas sur un design ultra musclé, ultra sportif, il est lisse de base. De base, ce nouveau Q5, il est lisse, que ce soit en version classique ou en version Sportback. Mais quand même, cette version Sportback, Martin, il a quand même un petit truc particulier. Oui, c'est la moins pire des deux, la version SUV classique. J'ai presque envie de dire, normalement, moi, j'aurais été plus attiré vers un SUV, on va dire, qui assume le fait d'être un SUV, qui est un peu plus cubique, tu vois, qui est un peu plus statutairement posé. Mais moi, entre la calandre avant, que je trouve un peu bizarre, un peu pas... on sait pas trop où elle est. Puis c'est très lisse, quoi. Tout est très... presque un peu trop rond. Alors que moi, j'aime bien un peu de rondeur, j'aime bien un peu d'équilibre là-dedans, mais je sais pas, il y a un truc qui me... Il y a un truc qui te dérange. Non, justement, j'aurais aimé qu'il y ait un truc qui me dérange. Ah ouais, ok, d'accord. Je la trouve un peu... pas quelconque, mais un peu comme fade. Un peu fade, un peu déjà vu, quoi. Ok. Oui, je pense que en gros, il fallait pas trop choquer non plus, tu vois, la clientèle de l'ancien Q5, tu vois. C'est vrai que quand tu regardes l'ancienne génération Q5 sur la face avant, finalement, il y a pas beaucoup de grosses différences. Des fois, je me surprends à me dire, attends, c'est le nouveau Q5 quoi. Ah oui, non, c'est l'ancien. Mais je te pose une question, Marc. Dans la catégorie, t'as quoi? T'as le nouveau X3. T'as le GLC, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est sorti, et t'as le Q5, pour rester que sur les marques. Ou le XC60. Ou le XC60. Tu préfères quoi de ces 4 SUV si tu prends le... Bah, aucun. Donc tu n'aimes pas les SUV, voilà. Ouais, non, je dis aucun, mais je suis un peu dur parce que le dernier X3, je le trouve pas inintéressant. Il est pas foufou, mais au moins, il y a un parti pris esthétique qui va dans le côté j'ai un gros machin et j'y vais, quoi. Là, je sais pas, moi c'est ce côté peut-être un peu trop lisse qui me dérangeouille, mais... Il veut plaire à tout le monde. Et du coup, est-ce qu'il est un peu pas trop consensuel? C'est ça qui me... ça, c'est sûr. La question que je me pose. Comme d'habitude, en commentaire, on en discute, parce que c'est là que ça se passe, mais moi, je suis pas convaincu. Totalement. Un autre gros défaut, malheureusement, du Q5 PHEV, c'est ici qu'on va le trouver, c'est la capacité de son coffre. 433 litres pour la version Sportback. Je te rappelle quand même qu'on est sur un Q5, donc un SUV de bonne taille, quoi. Il fait 4,72 m de long, enfin c'est un gros machin. Et on n'a que 433 litres de coffre. 438 pour la version, on va dire, normale du Q5, PHEV toujours. Par contre, sur les versions essence, on se rapproche de valeurs un peu plus logiques, aux alentours de 515 litres. Donc tu as quand même 82 litres qui sont bouffés, par les batteries qui se retrouvent juste sous le coffre. Ah oui, c'est vrai, tu vas me dire, 433 litres, t'as le temps d'en mettre 2-3 sacs et des saletés. Ouais, mais je me dis quand même qu'on est encore une fois sur un Q5. Et pour te faire une petite comparaison, j'avais testé il n'y a pas très longtemps le X3 30e de chez BMW, donc le X3 PHEV, et j'avais déjà trouvé qu'avec 460 litres de capacité, on était à la limite du foutage de gueule, tu vois, pas loin. Là, t'as 30 litres de moins encore, pas de sous-coffre, rien du tout. Ouais, bon, c'est sûr que les batteries, ça prend de la place. Mais le coffre, c'est quand même bien pour un Q5, non? Il y a encore un autre défaut, mais alors, je sais pas si c'est vraiment un défaut, et là, j'ai vraiment besoin de toi, mon bon Florian, pour m'aider à trancher sur cette idée que j'ai de me dire, il n'y a pas de charge en courant continu avec ce Q5 PHEV. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un défaut.
mais je peux comprendre qu'il n'y en ait pas. Donc je suis un peu partagé, c'est un demi-défaut quelque part, un demi-défaut de tout nez. Qu'est-ce que t'en dis toi? Je suis partagé comme toi, et sauf que j'aurais bien aimé effectivement de l'avoir en option, cette fameuse charge en 5. Je pense que tu mets exactement le doigt sur ça, c'est-à-dire que tu as la possibilité de... Parce qu'en vrai, la batterie qui est intégrée, elle est plus importante que sur les précédentes générations. Je crois qu'elle fait quasiment 21 kWh net, donc utile. Ce qui est quand même pas rien sur un PHEV, c'est même plutôt intéressant parce que ça, on l'a vu au fur et à mesure du road trip qu'on a fait, tant sur la 6 qu'en particulier celle-là, le Q5, tu as quand même une autonomie en full électrique qui est pas inintéressante du tout. Et les puissances de recharge en courant alternatif, donc en AC, elles sont pas folles quoi, ça plafonne à 11 kW. C'est un peu limite quand même. Donc bon, tu vas te dire que ouais, alors évidemment, Audi ils vont communiquer sur le fait que en 11 kW, tu vas mettre 2h30 pour recharger ta batterie. Mais en vrai, tu vas plutôt aller sur des prises renforcées, maximum 7 kW, donc tu vas être plutôt sur du 3h, 3h30. Et en vrai, dans la vraie vie, tu vas la foutre sur une prise renforcée à la maison. Ouais, c'est ça. Et là, tu vas mettre 12h30 pour recharger ta batterie. Et en fait, moi le débat, et c'est là où j'aimerais bien savoir si tu es d'accord ou non avec ça, c'est de me dire que c'est une voiture qui va rouler sur potentiellement de la longue distance. Donc ce serait peut-être pas totalement débile d'avoir une charge possible en option en courant continu, peut-être pas avec une grosse charge, je sais pas, genre 80 kW ou un truc comme ça, et que tu puisses te dire qu'en une demi-heure de pause, tu puisses remettre du jus sur un long trajet. Je suis d'accord avec toi, et il faut le nuancer, mais c'est plus sur les longs trajets. Effectivement, tu mets le doigt là où il faut. Sur les longs trajets, là, moi j'avais pu essayer aussi des recharges sur des hybrides à 50 kW. Là, tu recharges en moins de 20 minutes. Ça fait sens. Bon, c'est cohérent, tu payes cher ta charge, donc il faut trouver le bon abonnement. Oui, c'est ça. Mais là, c'est ultra cohérent pour ceux qui font des longs trajets. Pour ceux qui font pas de longs trajets, te dire la voiture, tu la branches la nuit. C'est le choix d'Audi de ce point de vue-là, il est logique. Mais je trouve ça très intéressant que tu dises, c'est dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de l'option. Donc c'est un demi-défaut. Voilà. C'est comme ça qu'on le voit. Je suis d'accord avec toi. Bon, et l'ultime défaut de ce Q5 PHEV de dernière génération, Florian, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est l'addition, la très douloureuse, parce que là on est dans la version la plus puissante, encore une fois, donc 367 chevaux en S-Line. Elle démarre de base à plus de 80 000 euros. Ne t'étouffe pas, je viens de te voir rigoler. Et alors, j'espère que tu n'es pas en train de manger, parce que là tu vas vraiment t'étouffer. Le modèle d'essai dans lequel on est, qui est un peu le sapin de Noël avec plein d'options, toit ouvrant, suspension pneumatique, la peinture qui va bien, les jantes de 21 et tout le tralala, et marge à plus de 96 000 euros. Florian, 96 000 balles. Ça fait cher, ça fait très cher. On s'approche des 100 000 euros pour un Q5, j'allais dire Q5, non. Ouais, un Q5 PHEV. PHEV. Aussi intéressant soit-il d'un point de vue technologique, c'est trop quoi. Qui va acheter ça quoi? C'est un vrai sujet, franchement, moi je trouve ça dommage. Et tout à l'heure, tu faisais à ton tour ta vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller jeter un œil sur la vidéo de Florian sur sa chaîne. De ce Q5 PHEV et puis de la 6 aussi PHEV, t'as fait les deux, c'était un foufou, tu fais les deux en 2 journées. On en parlait tout à l'heure, tu me disais à juste titre, peut-être que cette bagnole-là, dans 2-3 ans, 4 ans, quand elle arrivera en occasion, elle aura des côtés de ouf. Je pense. Ça peut être un bon plan quoi. Au vu du prix, oui, c'est quasiment sûr qu'on la retrouvera à des prix super intéressants, moins 35%, parce que moins 40%. En vrai, une voiture comme ça, en termes de rapport prix-prestation-service, ça vaudrait combien dans ton idée? Je pense qu'on serait... 45-50, tu vois, max. Je pense qu'on serait 55 000 euros dans 3 ans, avec des kilométrages autour des 40 000 km, tu vois. Je pense que ça peut être là intéressant pour le coup, sur le marché de la seconde main dans quelques années. Ouais. Donc si vous êtes intéressé, attendez un petit peu. Patientez un peu. Voilà. Donc oui, tu l'auras bien compris, on est en présence d'un Q5 PHEV, mais c'est un PHEV qui, moi, m'intéresse un peu plus qu'un PHEV classique, puisque pour moi, c'est vraiment un super hybride, dans le sens où tu n'as pas la sensation de devoir tout le temps le recharger, c'est-à-dire le recharger quotidiennement pour profiter des bienfaits d'une efficience tant thermique que électrique. Et ça, c'est un vrai bon point parce qu'il va toucher potentiellement un public un poil plus large qu'un classique PHEV. Ouais, évidemment, il va séduire les flottes d'entreprises, puisque c'est typiquement ce genre de motorisation qui vont être pertinentes d'un point de vue fiscal, mais ça peut aussi séduire une clientèle de particuliers, parce que ouais, tu as vraiment accès, si tu peux en plus recharger chez toi, à un PHEV malin. Et en ça, j'ai presque envie de te dire, ce Q5 là, ouais, il est potentiellement capable de me réconcilier avec ce type de motorisation hybride. Bon, évidemment, si tu préfères une silhouette un peu plus break, et qui est disponible aussi exactement avec la même motorisation PHEV, j'ai pour toi l'essai de l'Audi A5. Donc c'est la nouvelle A4 Break. Son essai, il est juste ici. Et si tu veux
aller un peu plus loin dans l'univers d'une PHEV pas trop débile, je t'en ai parlé un tout petit peu au fur et à mesure de cet essai, j'ai pour toi la toute dernière Prius PHEV et je t'explique un peu plus en longueur et en détail pourquoi cette Toyota-là m'avait beaucoup plu. T'as plus qu'à cliquer et on se retrouve tout de suite.